long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Bonjour à tous, on a beau être au beau milieu des finales NBA, on n'allait quand même pas oublier les filles de l'équipe de France, qui sont en ce moment même en Grèce, pour y disputer l'Eurobasket 2025 dans le groupe A. Elles ont leur premier match mercredi à 16h30 contre la Turquie. Les autres équipes joueront à Bologne en Italie pour le groupe B, à Brno en République tchèque pour le groupe C, et à Hambourg en Allemagne pour le groupe D. Avant de vous faire une petite preview de ce qui attend les Bleus qui vont se présenter à la fois avec beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup de prudence, je pense, à cet Euro. La faute à un groupe ultra remodelé par rapport au JO, mais ça, on va en parler juste après. Je vous rappelle qu'on sort en ce moment un nouveau livre avec mes camarades de Rivers. C'est pas un MOOC, c'est une anthologie, le volume 1, qui sort à l'occasion de nos 20 ans d'existence, et qui retrace l'histoire du basket entre 2000 et 2025 avec des articles, des portraits, des interviews, des pastilles, des capsules temporelles quelque part, sur des sujets divers et variés qui vous permettent de vous replonger un peu dans ces 25 années très très riches en basket. Je peux vous donner comme ça le nom de joueurs, d'équipes, de périodes que vous pourrez retrouver dedans. Mustapha Sonko, LeBron, Steve Nash, Nicolas Batum, Stephen Jackson, Kobe, Derrick Rose, Russell Westbrook, Jeremy Lin, Tony Parker, KD, Kawhi, la Grande Espagne, Nikola Jokic, Luka Doncic, J.R. Smith, Jovel Magui, Kador Ziani, Giannis Antetokounmpo, Brad Stevens, Marine Johannes, les Warriors 2018, le Paris Basket, Zion Williamson, j'en passe et des meilleurs. Il y a 320 pages, c'est disponible sur le shop de Basket Session et les expéditions commencent le 23 juin, donc foncez. Allez, on se replonge dans cet Eurobasket 2025. Qu'est-ce qu'on peut concrètement attendre des Bleus ? Déjà, si je parlais de prudence tout à l'heure, c'est parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une cascade de forfaits pour ce tournoi. Malgré l'assouplissement des positions qu'il y a eu entre la Fédé et les joueuses de WNBA ces derniers mois ou cette dernière année, la France va quand même jouer sans Gabby Williams, c'est-à-dire sa meilleure joueuse depuis 4 ans. Depuis qu'elle est en équipe de France, depuis l'Euro 2021, c'est la joueuse la plus performante de manière assez indiscutable. Sans Marine Johannes, qui est la joueuse la plus créative, la plus populaire aussi. Sans Marine Fotoux, qui est malheureusement gravement blessée au genou et pour laquelle on a une pensée d'ailleurs. Mais aussi sans Dominique Malonga, qui était de l'aventure des JO et qui semblait amené à avoir un peu plus de temps de jeu et de responsabilité, d'opportunité en tout cas peut-être pendant cet Eurobasket 2025. Pas d'Alexia Chartereau, devenue Alexia Chéry, qui a eu le bonheur de devenir maman. Pas de Sarah Michel Bourri, capitaine emblématique, qui a pris sa retraite, qui a tiré sa révérence après les JO. Donc 5 joueuses essentielles pendant les Jeux Olympiques qui ne sont pas là. Et il y a une 6e joueuse qui était à Paris mais qui va rester en WNBA, c'est Dominique Malonga, avec son statut de numéro 2 draft, qui a envie de montrer au Storm qu'elle veut s'y imposer et qui donc restera à Seattle pendant cette période. Il y a la moitié du groupe des JO qui n'est pas là. Il faut aussi ajouter Carla Leight, qui s'éclate en ce moment chez les Golden State Valkyries en WNBA, et qui aurait très certainement fait partie du groupe, mais qui a aussi voulu profiter à fond de l'opportunité que lui ont donné les Valkyries en la récupérant dans la draft d'expansion. Donc ça pose évidemment des questions. Il y a une hiérarchie, une géométrie des responsabilités dans cette équipe qui va forcément changer. J'ai commencé par évoquer les nouvelles joueuses, celles qui rejoignent le groupe. Ce sont parfois des revenantes, parfois des débutantes. Elles n'auront pas toutes un rôle clé, mais peut-être qu'elles pourront faire la différence. On démarre avec Pauline Astier. Pauline Astier, meneuse arrière, 1m80, 23 ans. Ça fait plusieurs saisons qu'on est plusieurs, voire beaucoup, à vouloir que Pauline Astier ait sa chance chez les Bleus. Elle est toujours excellente avec Bourges. C'est une joueuse qui a du flair, de la vista, de l'intelligence de jeu. Ça a été la meilleure jeune joueuse de l'Euroleague en 2023. Bref, une super meneuse qui va en plus découvrir l'étranger prochainement puisqu'elle a signé à Prague, champion d'Europe. Et je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je serais extrêmement déçu, contrarié qu'elle n'ait pas vraiment sa chance ici, là, dans ce tournoi. Parce qu'avec les absences, le faible nombre de vraies meneuses de métier dans ce groupe, je pense que Pauline Astier doit jouer. Et personnellement, je la ferais même débuter, même si je pense que Jean-Aimé Toupane lui préférera peut-être, voire probablement l'expérience de Romane Berniès,
qui est une excellente joueuse aussi, qui brille toujours par son activité, son énergie. Mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir un œil sur Pauline Astier parce qu'elle doit faire partie des cadres de l'équipe de France, des Bleus pour les 10 ans à venir. C'est peut-être le bon moment, avec ses absences, de se montrer, de prouver qu'elle a bien sa place là-dedans et qu'elle aurait peut-être même déjà dû faire partie de ce groupe. L'opportunité me semble assez belle. Dans les retours, il y a celui de Marie-Paule Fopossi qui était dans le groupe à l'Euro 2023. Marie-Paule Fopossi, 27 ans, habituée des équipes de France jeunes, qui peut éventuellement prendre des minutes sur les postes 3-4. On l'a vu à Villeneuve cette saison. Il y a Minia Touré, qui je pense a un vrai coup à jouer. Elle aussi, elle était là à l'Euro 2023. Super joueuse de 3-3 qu'on ne présente plus. Elle a été numéro 1 mondial il y a quelques temps. Elle s'est éclatée cette année en Espagne avec Girona. Elle a fait le training camp des Valkyries. Elle a l'expérience et le coffre, Minia, pour jouer beaucoup pendant la compétition. Et ça ne m'étonnerait pas que Jean-Aimé Toupane la responsabilise. Elle amène une autre joueuse que j'adore, qui va enfin pouvoir faire un tournoi avec les Bleus aussi. C'est Tima Pouille, qui est à Bourges depuis 2 saisons. Sa carrière a été un peu freinée par les blessures. Elle n'a pas toujours pu saisir les opportunités en sélection. Elle a 26 ans maintenant. Elle a peut-être aussi, elle, l'occasion d'enfin se montrer dans une grande compétition. Tima Pouille a du punch, de la vitesse, des qualités athlétiques. J'espère qu'on pourra les voir et qu'elle aura en tout cas la chance de les montrer. Il y a d'autres débutantes dans ce groupe de l'équipe de France composé par Jean-Aimé Toupane. Noémie Brochamp, qui est l'ailière des Flammes Carolo, qui a remporté la Coupe de France en 2025. Noémie Brochamp, 25 ans, que j'imagine pas personnellement avoir vraiment beaucoup de temps de jeu, mais qui va goûter à sa première compétition chez Léa, et si elle est là, c'est pas pour rien. Avec l'absence de Dominique Malonga, Jean-Aimé Toupane va donner sa chance à une autre débutante à l'intérieur, c'est Maëva Djaldi Tabdi, dont la sœur aînée Clarins était dans la liste élargie. Il ne reste plus que Maëva maintenant pour la compétition. C'est une poste 4-5, 1m93, qui a fait une belle saison avec Charnay. Cursus universitaire américain à Syracuse et aussi à Miami une saison, qui jouera à Bourges la saison prochaine et qui fait partie donc des débutantes de cette équipe de France. Maintenant, on peut passer aux autres, aux cadres, entre guillemets, celles qui sont censées assurer la compétitivité de l'équipe et justifier l'objectif qui est réaliste quand même, d'une place sur le podium, voire d'une médaille d'argent, pour ne pas dire d'une médaille d'or, parce que c'est l'objectif annoncé par la Fédé, par l'équipe. Donc dans ces cadres, on a quand même une chance incroyable, c'est d'avoir 3 des meilleures joueuses d'Europe à leur poste malgré toutes les absences. Je veux parler d'Iliana Rupert, qui a porté Mersin cette saison, qui continue d'être époustouflante en club dans sa progression. Et maintenant, ce serait bien qu'en équipe de France, elle soit davantage alimentée, responsabilisée, mise à l'aise que ce que l'on a vu jusque-là. C'est peut-être bien le moment pour elle aussi. Et offensivement, elle doit être parmi les joueuses les plus impactantes du tournoi. Ça doit venir à la fois d'elle et du staff et des coéquipières. Elle doit montrer que maintenant, elle est une joueuse incontournable. Elle a beau être encore relativement jeune. Elle a tellement de talent que ce serait presque du gâchis de ne pas profiter d'une compétition comme celle-là où il y a beaucoup d'absences et où il y a une nécessité de trouver des joueuses qui servent de moteur pour l'équipe, que ça me semble être la vraie bonne opportunité aussi pour elle pour se mettre en avant. On verra, on en parlera peut-être un petit peu après aussi, mais faut déjà qu'elle soit titulaire, ce qui n'est pas garanti dans ce début de compétition. Le 5 de départ pour l'instant ne garantit pas sa présence. Elle sera potentiellement aussi utilisée comme joueuse en sortie de banc. On verra, on en reparlera. À l'aile, on a là aussi 2 des meilleures ailières d'Europe à mon avis. Valéria Nayahi, qui est maintenant capitaine de l'équipe depuis la retraite de Sarah Michel Bourri. Elle vient de gagner l'Euroleague avec Prague, Valériane. Elle est d'une régularité folle depuis des années. C'est vraiment une joueuse qui apporte des garanties avec une grande polyvalence, une grande expérience. Elle a une capacité à tout faire. Et à 31 ans, elle a tout vu, tout connu en club et en sélection aussi. Elle a connu la maternité, ça doit être la force tranquille et moins tranquille, la stabilité en tout cas du groupe. Et l'autre, c'est celle qui pour moi va être l'une des, si ce n'est la meilleure joueuse des Bleus pendant ce tournoi. En tout cas, c'est ce que j'attends, ce que j'espère. C'est Janelle Salin. Janelle Salin, elle est phénoménale en club depuis 2 ans. Avec Villeneuve l'an dernier, c'était dingue. Elle a fait un parcours énorme avec son équipe, évidemment, pas toute seule, mais jusqu'en finale de l'Euroleague. Un titre de championne de France, à chaque fois ça a été la meilleure joueuse de l'équipe. Une participation au JO, un transfert à Schio en Italie où elle a été la meilleure joueuse de l'équipe. Une arrivée en WNBA où, si vous avez un peu suivi,
En l'espace de quelques matchs, on s'est rendu compte très vite que c'était peut-être déjà la meilleure joueuse de l'équipe. En gros, là aussi, j'aimerais qu'on voit une montée en responsabilité pour Janelle. Elle a que 22 ans, mais c'est déjà une cadre pour moi. Et je mettrais bien une pièce sur une présence dans le meilleur 5 du tournoi si les choses se passent bien pour les Bleus. En tout cas, c'est clairement l'une des joueuses à suivre pour moi et j'en attends beaucoup dans cette compétition. Sinon, il y a l'expérience de Mariam Badiane, évidemment, qui a été de la majeure partie des campagnes de l'équipe de France ces dernières années, qui sera importante. On peut d'ailleurs se demander, comme je le disais tout à l'heure, si Jean-Aimé Toupane ne va pas partir sur un axe 4-5 avec Valériane Ayayi en 4 et Mariam Badiane en 5, ce qui, du coup, poserait encore des questions sur l'utilisation d'Iliana Rupert, sur son importance dans le jeu. Pour oublier personne, Leila Lacan aura du temps de jeu. Malgré son jeune âge, Leila elle a déjà participé aux 2 dernières compétitions avec les Bleus, dont les Jeux Olympiques. Elle a été championne cette année avec Basketland et là elle rejoint la WNBA avec le Connecticut Sun. C'est aussi une joueuse déjà très très mature et dont on n'a pas encore tout vu à mon avis, qui peut elle aussi se servir de cette compétition pour prendre un peu de galon et d'importance en équipe de France. Ce dont on est sûr avec ces Bleus pour cette compétition et même avec les innombrables absences que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est qu'il y a un niveau plancher en défense qui surpasse celui de toutes les autres équipes. Normalement, les Bleus peuvent pas être en difficulté de ce côté-là et je pense même qu'elles vont gagner des matchs, certains de leurs matchs, grâce à cette supériorité défensive. On peut penser ce qu'on veut de Jean-Aimé Toupane, du jeu pratiqué depuis qu'il est en poste. Il y a cette constante-là et c'est quand même un paramètre très important dans les matchs de basket. Avoir une défense étouffante, très compétitive, ça fait quand même souvent la différence. Mais ce dont on est moins sûr, ce dont je suis moins sûr en tout cas modestement, c'est la force de frappe offensive du groupe et surtout la hiérarchie et les rôles pour chacune. Sans Gabi Williams, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure joueuse de l'équipe de France depuis 4 ans et qui a un profil assez unique, ses qualités athlétiques absolument fantastiques, ce talent défensif, là aussi cette capacité à tout faire. Sans Marine Johannes qui fait des différences en attaque par sa créativité, par son shoot, là pour citer vraiment qu'elle, mais la question c'est est-ce que les autres auront été suffisamment mises en confiance et en condition pour step up le moment venu. C'est mon interrogation, mon doute quelque part, parce que le talent est là, je veux dire, même avec les absences, le vivier de l'équipe de France, le réservoir est toujours exceptionnel. Maintenant, j'espère juste que ça a été préparé, que les joueuses ont été mises dans les conditions psychologiques, tactiques, tout ce que vous voulez pour être performantes et pour pallier l'absence de joueuses qui marquent quand même beaucoup de points à chaque compétition pour l'équipe de France. Et je dis de joueuses, mais ce ne sont pas les seules à être absentes, comme je l'ai dit un peu plus haut. Donc si on prend plus ou moins secteur par secteur, je vais vous donner la composition du groupe. Sur les secteurs arrière, Pauline Astier, Romane Berniès, Minia Touré, Leila Lacan et Tima Pouille. Sur les postes 3 à 4, on a Janelle Salin, Marie-Paul Fopossi, Noémie Brochant et Valériane Ayayi qui sera sans doute la poste 4 titulaire. Et à l'intérieur, Iliana Rupert, Mariam Badiane et Maeva Djaldi Tabdi. Voilà, c'est avec ça que l'équipe de France, avec ce groupe-là, que l'équipe de France va essayer de gagner l'or, tout simplement. Et vous allez peut-être voir pourquoi, vous allez peut-être comprendre pourquoi on est aussi, elles sont aussi, et on est aussi ambitieux et peut-être optimistes pour aller chercher au moins une énième médaille d'argent, même si je pense que les joueuses qui ont participé à toutes ces compétitions, à toutes ces aventures, en ont un peu marre de finir deuxième. Alors à l'Euro 2023, malheureusement, elles n'ont pas fini deuxième, puisque la finale c'était Belgique-Espagne. Mais il y a de quoi, normalement, assez largement finir sur le podium, deuxième ou première, en fonction de ce qui se passera chez les adversaires. Et les adversaires, justement, si on prend étape par étape pour les Bleus, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à craindre au premier tour. La Grèce joue à domicile, mais la Grèce n'a pas une équipe hyper talentueuse. Attention à Fazoula à l'intérieur. Il y a la naturalisée américaine Robin Parks aussi, l'expérimentée Spanou qu'on connaît en France, qui était à Bourges récemment. La Grèce me fait pas particulièrement peur, au-delà peut-être de l'ambiance qui pourrait peut-être être à leur avantage, mais est-ce que toutes les salles seront bien remplies? C'est toujours la question, malheureusement, dans les premiers tours des compétitions féminines, à notre grand désarroi. La Turquie, c'est un peu l'inconnu de la poule et c'est je pense, l'une des intrigues de ce tournoi.
Elles auront Tyra McCowan, qui est à l'intérieur de Dallas, 2 mètres sous la toise, une force de la nature qui dégomme tout sur son passage en Euroleague, mais qui a beaucoup de mal en WNBA ces derniers temps, qui n'a pas une mobilité incroyable et qui peut être exploitée parfois quand elle n'est pas dans un bon jour. Et il y a la valeur sûre, c'est Sevgi Uzun à la baguette de cette équipe de Turquie, la joueuse du Phoenix Mercury depuis cette année, qui connaît bien Tyra McCowan pour avoir joué avec elle à Dallas. Et malgré ça, malgré ce tandem-là et quelques joueuses turques de niveau très très respectable qui jouent dans les meilleurs clubs locaux, ça me semble quand même nettement en dessous de l'équipe de France. Petit coup de chapeau, petit salut à la Suisse qui s'est qualifiée après une très très longue absence de l'Eurobasket, qui n'a pas de joueuse très référencée et qui essaiera de se défendre du mieux possible et de sortir la tête haute, qui est donc la 4e équipe de ce groupe A. Je vais mentionner maintenant les équipes qui peuvent théoriquement empêcher les Bleus d'être championnes. Et vous vous en doutez, je vais démarrer par l'équipe qui est selon moi la grande favorite à sa propre succession. C'est la Belgique. Les Belgian Cats qui pratiquent ce basket léché, altruiste, spectaculaire que je vous vante depuis un paquet d'années maintenant. Mais les Belgian Cats sont les seuls à se présenter au complet pour ce tournoi. Elles ont l'une des meilleures joueuses du monde, la meilleure joueuse d'Europe, Emma Messmann, toujours fabuleuse avec son pays. Il y a les Julie Allemand et Julie Van Loo, qui régalent elles aussi à chaque compétition et qui ont réussi à prendre congé de la WNBA pour venir à nouveau aider la patrie. Et puis un groupe qui est finalement assez proche de celui qui leur a permis de remporter le dernier Euro et aussi nous embêter franchement aux Jeux Olympiques. Ça s'est pas joué à grand chose lors de la demi-finale. Il y a les habituels Antonia Delar, Maxwell Aliso-Wambaka, Betty Mununga. Bref, c'est solide, c'est très solide, peut-être trop solide pour des Bleus qui sont diminués. Il y a une petite inconnue, une petite interrogation, elle est très relative, c'est le changement de coach. C'est plus Rachid Méziane qui s'occupe des Cats. Et la surprise, c'est que c'est Mike Thibault, qui est l'un des plus grands coachs de l'histoire de la WNBA, qui a été justement champion en 2019 avec Washington et avec Emma Messmann. Donc il ne va pas totalement découvrir les joueuses belges. Julie Van Loo aussi, dont il était le directeur sportif, le GM l'année dernière à Washington. C'est une inconnue parce qu'il sort d'une retraite de coach pour venir s'occuper de ce groupe-là. L'avantage, c'est que c'est quand même quelqu'un qui suivait déjà de très près le basket international et le basket européen. Mais c'est un paramètre un peu différent pour les Belges. On ne peut pas se permettre de mettre de côté l'Espagne qui a ajouté du sang frais avec les pépites Awafam, Iana Martin, 18 ans, qui sont déjà des très 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 grands talents au niveau européen. Et l'Espagne qui a eu un petit trou d'air générationnel peut-être, mais qui revient après avoir gagné les 2 euros précédents avec l'envie de créer la surprise derrière l'inoxydable, increvable Alba Torrens, l'excellentissime Raquel Carrera que le grand public ne connaît pas encore beaucoup au niveau international, mais qui a beaucoup de talent, qui a eu des blessures au mauvais moment. Et je pense que les Espagnols vont viser une médaille tout simplement parce que c'est une équipe qui a des fondamentaux, une académie de jeu, indépendamment des joueuses qui sont présentes, indépendamment de leur âge aussi, parce qu'on voit dans les sélections de jeunes qu'elles sont toujours excellentes, qui peut créer la surprise, qui manque peut-être un peu d'expérience et qui a aussi beaucoup d'absentes, de joueuses expérimentées et référencées, mais qui sera quand même assez redoutable et dont il faudra se méfier. Il y a la Slovénie qui a de quoi rêver d'une médaille aussi, je pense. Il y a Teja Oblak qui est l'une des top meneuses d'Europe. Il y a la naturalisée américaine Jessica Shepard qui fait des chantiers monstrueux à l'intérieur en club en Europe, qui est déjà devenue très très précieuse pour les Lynx en WNBA. Attention, elle aussi, pour une place dans le meilleur 5 du tournoi, à mon avis, les statistiques vont faire très très peur. Et il faut toujours se méfier de la Serbie, qui est certes dans un creux générationnel aussi, mais qui a toujours le tandem Marina Maljkovic sur le banc, Yvonne Anderson sur le terrain pour essayer de faire des dégâts. Les Serbes sont quand même pas attendus parmi les grandes favorites, mais il faut toujours s'en méfier. L'Allemagne qui avait fait des JO intéressants, mais qui va faire sans les sœurs Sabali, sans Satou et sans Niara, sans Marie Gulic aussi, ce qui fait que ça devient un roster un peu plus quelconque, même si Léonie Fibisch, Louisa Geisel-Soder aussi, sont des joueuses très solides et dont il faudra se méfier. Après, l'Italie aura un premier tour à domicile. Il y a Cecilia Zandalazini qui est toujours assez magnifique à voir jouer. Mathilde Villa, leur plus grand talent, n'est pas là. L'Italie n'a pas un roster ultra talentueux non plus.
attention à pas les prendre de haut. La Lituanie a quelques belles joueuses, notamment Juste Josite qui joue à l'Asvel, mais ça semble quand même assez léger autour aussi. Les Tchèques, il y a des vertus collectives qu'on connaît qui peuvent leur permettre d'être un peu l'équipe, peut-être une équipe poil à gratter, de créer la surprise, mais là aussi ça manque de talent. Et enfin, la Grande-Bretagne, le Portugal, le Monténégro, la Suède, je pense que c'est trop faible pour espérer décrocher une médaille ou embêter les grandes nations. En tout cas, voilà, les Bleus risquent d'avoir un parcours pas simple au-delà du premier tour, avec possiblement la Serbie en quart, un adversaire qu'on a l'habitude de retrouver et qui nous a fait du mal par le passé, l'Espagne en demi, si tout se passe selon les probabilités, et avant on imagine peut-être une nouvelle bataille hyper excitante face à la Belgique. On vous fera suivre ça dans les CQFR du matin. On fera aussi un gros débrief en fin de tournoi avec Maud Stervinou qui a récemment signé à Monaco, qui prend des vacances bien méritées là, après avoir cramé les terrains de 3-3 et fini sa saison avec Landerneau en LFB. On fera un débrief avec Maud après la compétition. Nous on se retrouve demain matin pour un CQFR long format pour réagir au Game 5 des finales. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. The game is out there, and it's either play or get played.